Autour de midi. Bienvenue Ghislaine Ibn Mbarak au Studio 10. Nous allons parler de votre livre Lumière sur une aventure. Un livre qu'en fait vous avez écrit assez rapidement et dans des conditions assez particulières. Merci Sihat pour l'invitation. Il faut dire vraiment, un jour ma plume m'a titillé, une plume de journaliste. Je me trouvais dans le train entre Nice et Paris. Et puis le temps était maussade. Derrière la vitre, il y avait des nuages, c'était pas beau. Et puis, j'avais rien à faire. Ma femme était en train de lire son journal. Et j'ai dit, tiens, c'est pas le moment. Et puis l'inspiration est venue. J'ai dit, je vais laisser quelque chose. Je ne pensais pas que ce livre allait avoir, disons, cette retombée. Je l'écrivais juste pour les personnes qui ont vécu ces moments-là. Et pour la jeunesse, pour dire que rien n'est impossible, le tout de vouloir. Et effectivement, c'est une belle aventure que vous révélez dans ce livre. Et en fait, il y aura votre complicité avec Tawfiq Ahbaib des éditions Leaders qui vous a un peu incité à faire le livre. Absolument, Tawfiq est à l'origine de cette, disons, aventure. Il m'a dit, quand je lui ai raconté un peu, montré le brouillon, il m'a dit, ce que contient cet essai ne vous appartient pas. Il appartient à tout le monde parce qu'il y a des événements, il y a des anecdotes et des choses que les gens ne connaissent pas. Et vous êtes obligé de le faire. Alors, il m'a pratiquement poussé à le faire. Alors, on va revenir au début. Et on va revenir à une conversation que vous aviez eue avec Habib Bourguiba, président de la République tunisienne à l'époque, qui vous avait lancé à quand un équipage tunisien. Oui, là c'était vraiment un moment délicat. Le président devait aller à Nfisa pour inaugurer la nouvelle cimenterie et je lui ai présenté un équipage français composé de 2 commandants de bord. Alors il leur a dit, soyez la bienvenue, vous êtes chez vous, merci d'être là. Et puis il s'est retourné en arabe, il m'a dit, وقتاش يكون عندي mes équipages توانسة. قلت له فخامة الرئيس 6 أشهر. Bon, je lui ai dit, donc ce sera dans 6 mois. Et je vous assure qu'à ce moment-là, je n'avais aucune idée comment je pouvais avoir des pilotes civils. Parce qu'il y avait des pilotes militaires, mais je ne savais pas comment avoir des pilotes civils. Et il y avait autour du président des personnes, dont un ministre qui m'a dit c'est Général Belk, le président a une mémoire d'éléphant, on ne peut pas lui mentir. Vous avez dit, vous êtes avancé sur quelque chose qui est délicat. J'ai dit, bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Et vous y êtes allé. Et je suis allé, et puis, vous savez, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous transformez un hasard en une réalité. J'ai rencontré par hasard un ancien camarade de lycée, Feu Samir Tabib, qui était le fils du général Tabib, le chef d'état-major. Et Samir a quitté le lycée trop tôt et pour faire de l'aviation est entré à l'armée. Il a été excellent pilote au sein de l'armée. Et puis, à un moment donné, Tunisair avait besoin de pilotes et il a passé ses concours, il est rentré et est devenu civil. Alors, j'ai dit, Samir, tu es devenu civil, comment? Il m'a dit, j'ai passé des tests. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a des pilotes hélicoptères qui veulent avoir un peu le même parcours que vous? Il m'a dit, oui, oui, bien sûr, mais je ne vous ai rien dit. Je ne vous ai rien dit. Parce que c'était un peu confidentiel. Et de là, je suis parti et j'ai été aidé, il faut dire, par Silhed Irfash Allah Yarahmou, qui était ministre de la Défense. Et même si Ahmed Benour n'était pas très chaud, mais Silhed Irfash m'a aidé parce que j'avais évoqué, pas parce que je disais ce sera pour le président. Je n'ai pas voulu utiliser cette arme. C'était la dernière arme que je pouvais utiliser. J'ai utilisé autre chose, j'ai dit, écoutez, je paye des pilotes étrangers, c'est des devises qui sortent de Tunisie, et cette hémorragie, il faudrait bien l'arrêter un jour. Et on ne peut pas l'arrêter qu'avec un équipage tunisien. Et c'est comme ça que ça a démarré.
Et finalement, j'ai pu mettre à la disposition du président une dizaine de pilotes, dont un équipage, un grand équipage, en 4 mois, pas en 6. Très bien. Alors, vous êtes membre fondateur de Tunisavia. Nous sommes au milieu des années 70. Vous êtes également ingénieur aéronautique diplômé de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers. Et vous êtes entré dans ce domaine-là à travers aussi bien Tunisair, qui est un peu la compagnie mère, qu'à travers également votre diplôme de l'Institut de défense nationale. Oui, il faut dire la chose suivante, c'est que l'aviation, il doit y avoir un gène chez moi. Je l'ai appris au lycée. J'étais au lycée, actuellement ça s'appelle le lycée 9 avril, mais c'était le lycée Émile Loubet à l'époque. Et on avait un hangar dans lequel il y avait un avion qu'on démontait le matin et qu'on remontait l'après-midi. Et la vocation est venue de là. Et j'ai tenu à faire de l'aviation. J'avais la possibilité de faire l'école d'aéronautique à Paris, boulevard Victor, et la possibilité d'aller à Poitiers. Pourquoi Poitiers? Parce que Poitiers, il y a la plus grande soufflerie d'Europe. Il y a une soufflerie Bar 8. Et là, il y avait de la recherche. Et l'école de Poitiers a sorti de grands ténors comme Turca, comme ces gens, qui a fait Super Héros aussi. Donc, j'ai fait Poitiers, donc non seulement l'école d'ingénieur, mais aussi la faculté et l'université pour avoir une maîtrise de physique et un DEA de thermodynamique. Et vous avez fait un passage en 1973 par Boeing, et là vous étiez aux premières loges pour le 727. Absolument. C'est-à-dire que on a eu un grand... Tunisair a eu de très très grands présidents. Parmi eux, c'est Habib Ben Ammar, qui venait de la Défense, qui était secrétaire général de la Défense nationale, et puis il était PDG. Et il nous a demandé, moi j'ai intégré Tunisair en tant qu'ingénieur principal, chargé des études, et des études aéronautiques. Alors il nous a demandé d'étudier l'avion adéquat pour Tunisair. Et il n'y avait pas photo. L'avion adéquat, c'était le Boeing 727. Et bon, tout le monde a dit, puisque votre conclusion a été l'avion 727, le président Habib Ben Ammar a décidé que vous allez aller suivre sa construction. Et je vous dis la vérité, je n'avais aucune expérience en la matière. J'avais disons, des connaissances théoriques, mais suivre la construction d'un avion. Alors j'avais dit, c'est l'Habib, écoutez, j'ai pas l'expérience. Il m'a dit, je ne veux pas que mon avion soit suivi par une autre compagnie. Je veux que ce soit tunisien. Et vous apprendrez. Alors, et c'est vrai, j'ai appris l'avion. J'ai suivi sa construction du premier boulon plutôt, et première plaque, jusqu'à sa mise en vol. Ça nous renvoie à cette époque héroïque, cette époque épique pour l'aviation en Tunisie. Et effectivement, vous avez été là aussi au niveau d'une génération qui a beaucoup travaillé et beaucoup apporté. D'ailleurs, la section de votre ouvrage qui s'intitule Des prouesses et des performances montre bien les difficultés de l'époque et la capacité à trouver toujours la solution. Absolument, c'est-à-dire que rien ne nous arrêtait. Il faut dire qu'on avait on avait le virus de Bourguiba, c'est-à-dire que rien n'est difficile et qu'il faut se battre, il faut convaincre, il faut faire et ainsi de suite. Et donc, on était une génération où on ne pensait pas à gagner des sous, on pensait construire, on pensait créer, on pensait réussir. Et on disait, si notre entreprise réussit, forcément, les retombées vont pour nous aussi. Donc, on partait pas de combien je gagne, on partait de qu'est-ce que je vais réussir. Voilà. Et là, j'ai eu le mérite de choisir le 727 parce qu'à cette époque, l'avion qui devait sortir en France, c'était la Caravelle, la Super Caravelle. Il y avait la Caravelle et il y avait la Super Caravelle.
Et je savais que la Super Caravelle était un avion mort-né parce qu'il a été très vite conçu et la preuve, il n'a pas réussi, quoi. Il n'a pas fait long feu. Le Boeing 727 a été l'avion, disons, c'est même l'avion du siècle, là. Donc, vous nous parlez de cet ouvrage, vous nous parlez également de tout ce côté anecdotique qui a émaillé ces années de carrière et beaucoup de perles, parce que ce livre se lit finalement comme une longue anecdote. Alors, je voudrais peut-être vous demander de nous raconter avec votre voix cette affaire d'un Boeing 747 sur la ligne Tunis-Sfax. Oui, disons, à un moment donné, on avait dit il faut développer la ligne. Bourguiba avait dit on ne peut pas, ce pays ne peut pas se développer sans transport aérien. Le transport est quelque chose de très important. Donc il faut avoir des aéroports partout, il faut aller partout, il faut faire Sfax. Et puis, un administrateur avait dit l'aéroport de Sfax. Et il avait dit la chose suivante il faudrait que le prix du billet soit inférieur à celui du train. Alors, on a un problème avec votre téléphone, il faudrait l'atteindre. Inférieur à celui du train que si il y a un Boeing 747. Parce que le Boeing 747, on peut mettre 600 personnes dedans. Et alors tout le monde a ri. Et c'est vrai, si on mettait un Boeing 747, comme ça se fait au Japon entre les îles, c'est possible d'avoir un billet en dessous de 12 dinars à aller-retour. Et alors tout le monde a ri, mais j'ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une piste de 3200 mètres, il faut avoir un parking qui peut recevoir 400 voitures, il faut. Et donc c'était un peu là, et cet aimable administrateur m'avait dit, si je n'essayais pas un peu de... Oui. Oui, mais il y a des affaires hilarantes comme celle de ces oiseaux qui circulaient sur la ligne et qui allaient vers Malte. Ça, c'est assez extraordinaire. Oui. Ben, ça, c'est l'esprit inventif tunisien. C'est-à-dire que quand j'avais pensé ouvrir la ligne de Malte, je suis allé à Malte pour demander des droits de trafic et les Maltais m'ont pris de très bas et ça a été... J'ai eu droit peut-être au dernier des derniers, je ne sais même pas si c'était le coursier de Air Malte. Et le PDG d'Air Malte à l'époque, M. Vella, avait dit, ce Tunisien qui vient comme ça, même les taxes d'atterrissage, vous ne les faites pas payer. Et j'ai commencé, et mes premiers clients dans un avion de 9 places, c'était 2 personnes. Ils louaient tout l'avion. Il y avait un Maltais qui ne voyait pas, un Maltais qui ne voyait pas, et puis il était accompagné par un Tunisien, lequel Tunisien donc lui servait de guide. Et il partait avec 2 grandes valises, pas valises, 2 grandes cages, dans laquelle il y avait 500 Canarines, 500 chardonnerets. Voilà. Et parce que ces avions, les Maltais sont, disons, fanatiques d'oiseaux. Vous ne pouvez pas trouver une maison où il n'y a pas d'oiseaux. Donc, ils échangeaient nos chardonnerets au visage rouge contre des canaris, et ils partaient avec des chardonnerets qu'ils avaient achetés à 1 dinar au marché, et qu'ils échangeaient contre des canaris, et ils vendaient les canaris à 100 dinars. Donc voilà. Et donc c'était les premiers clients de la ligne Tunis-Malte. Après, quand on a eu un avion de 50 places, ça a continué autrement parce que la chose, il faut dire ce qu'il en est. C'est l'Habib Junior, Habib Bourguiba Junior, m'avait engueulé en me disant ce trafic d'oiseaux, ce n'est pas normal, et ainsi de suite. Et parce qu'il était président de l'association de protection des oiseaux en Tunisie. Et il m'avait engueulé en me disant ça. Et
le trafic des oiseaux a continué, mais sous une autre forme beaucoup plus longue. Vous trouverez dans le livre comment ça a été fait. Tout à fait. Alors, dans ce livre, il y a cette aventure sur laquelle vous mettez toute la lumière, celle de l'aviation, celle de Tunisavia, mais il y a aussi beaucoup d'indications à propos de votre propre parcours de Méditerranéen convaincu, parce que pendant longtemps, vous avez été le président de l'Association des chambres de commerce de la Méditerranée. Oui, ça a été un peu après Tunisavia, quand je me suis occupé des affaires de famille. Je suis tombé dans le chaudron des chambres de commerce et à l'époque, ils ont considéré que je valais la peine d'être président de la chambre de commerce de Tunis. Et après la chambre de commerce de Tunis, ça a été l'aventure de l'association des chambres de commerce de Méditerranée qui englobe plus de 400 chambres. Et à l'époque, ça a été pratiquement, on m'a poussé dans le chaudron, je ne pensais pas du tout y aller. Et ça a été le président de la chambre de Barcelone et le président de la chambre de Marseille qui m'ont pratiquement forcé la main. Alors du coup, j'avais changé complètement l'esprit et on avait changé les statuts, et ainsi de suite. Et ça m'a même conduit jusqu'à aller et participer au 10e anniversaire du processus de Barcelone, grâce à l'appui et support de Sa Majesté le roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, qui avait une sympathie pour moi, parce que les 2 fois que je l'ai vu à Barcelone et à Malaga, il m'a beaucoup aidé, et donc j'ai eu cette aventure, et on a fait de belles choses, aussi bien à Barcelone, à Tanger, au Liban, où j'ai été réélu et reçu par aussi bien le président Lahoud que Hariri, qui était Premier ministre, et nous avons fait du très bon travail à l'échelle de la relation économique entre le Nord et le Sud. Mais ça, c'est pas Tunisavia, c'est beaucoup plus tard. Tunisavia, c'était l'autre défi, c'est-à-dire réussir une compagnie internationale. Et Tunisavia est devenue une compagnie internationale. Nous opérons non seulement en Afrique, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Tchad, et aussi même en Europe, où nous avons eu un hélicoptère et même 2 en Angleterre pour faire la mer du Nord, et un avion sur les Alpes pour déposer des skieurs. Donc, vous voyez, c'est devenu une compagnie internationale grâce, et le mérite de cette compagnie, c'est qu'elle a que du personnel tunisien, aussi bien les pilotes, les mécaniciens, tout. Mais vous avez commencé avec quelle flotte? On a commencé avec un hélicoptère Alouette 3 et un avion de 9 places, Britten-Norman, le 4 juillet 1974. Je me suis installé dans un bureau de 12 mètres carrés, à la rue Jamel Abdel Nasser. Et de là, on a démarré et puis on a transformé l'aéroport de Sfax. L'aéroport de Sfax, c'était une tôle ondulée qui datait de la Deuxième Guerre mondiale, que les Allemands avaient mise là sur place, une tôle ondulée. Et quand j'avais dit ça va être un aéroport international, le monsieur qui gardait cet aéroport, entre guillemets, a marionné et m'a dit si Gélène buvez votre thé, parce qu'il était en train de préparer le thé à l'El-Kanoun, et il avait derrière lui sa petite maison et un petit jardinet où il cultivait des pastèques et des tomates. Alors il a ri, il ne pensait pas qu'on allait avoir un aéroport. Voilà, et tout cela, c'était au début, et puis peu à peu, évidemment, la compagnie a pris son essor, et vous avez continué dans ce domaine jusqu'à votre retraite de l'aviation. Non, ce n'est pas une retraite, c'est-à-dire c'est beaucoup plus... j'avais perdu mon père et il fallait que je m'occupe un peu des affaires de famille.
Et donc, je me suis lancé dans les petites affaires de famille qui étaient loin d'être dans l'aviation. C'était ça. Bon, mais j'ai gardé un peu mes attaches à Tunisavien. On m'a pas lâché, disons. C'est pas moi qui ai gardé, on m'a pas lâché. Et j'ai deux places d'administrateur. Je ne dirige plus, mais j'ai toujours mon mot à dire. Voilà. Et justement, est-ce que le sport vous a lâché? Parce que vous avez aussi un parcours sportif qui est antérieur à tout cela, bien évidemment. Vous avez été athlète et vous avez joué au handball. Disons, le sport a été toute ma jeunesse, très jeune. J'ai adhéré à la Zitouna Sport où j'ai été athlète. Je faisais du saut en longueur. Et puis, j'ai découvert le handball à la Zitouna Sport. Il y avait un grand monsieur qui s'appelle Hamdi qui nous a initiés. Il avait comme camarade Mourad Boulares qui faisait du saut en longueur aussi et qui est devenu peut-être l'un des plus grands gardiens de but. Et après, j'ai joué à la SPTT. Et bon, mon parcours sportif a été, je n'ai pas été un brillant joueur, j'ai été plutôt un joueur, disons, ordinaire, mais j'ai compensé ça par le côté journaliste. De journalisme, donc j'avais commencé avec le Petit Matin, M. Zana, et puis après, c'est Mahmoud Elefi qui m'avait demandé de collaborer, commencer à écrire des petits papiers jusqu'à avoir toute la page de sport scolaire universitaire. Et puis le handball, où il y a eu un grand président de la fédération de handball, Sislim Belhachem, qui m'a même demandé d'aller couvrir les championnats du monde de Suède en 67, où la Tunisie a été parmi les principaux participants, principales équipes principales. Voilà. Et vous avez été également secrétaire général et vice-président de la Fédération tunisienne de golf. Affirmatif, oui, disons, je me suis mis au golf tardivement, parce que ce qui se passe quand j'étais aux États-Unis, on a voulu m'initier au golf. Malheureusement, je n'ai pas pris. J'étais à un âge où je voulais des sports violents. Et le golf, c'est beaucoup plus, je disais, c'est pour les vieillards. Et j'ai eu tort, parce que j'aurais appris le golf sur une bonne base. Quand je suis revenu en Tunisie et que, bon, je ne pratiquais plus d'autres sports, je me suis mis au golf. Et je suis entré à la fédération dans le sens où je voulais m'impliquer pour jouer un peu plus. Alors du coup, je jouais moins parce que je m'occupais plus de bureau. Et là, j'ai le mérite d'avoir participé au lancement du golf aux Jeux Olympiques. Excellent. Et quand j'avais dit ça au président Cartier, président de la Fédération française de golf, nous allons faire entrer le golf dans les Jeux Olympiques. Au début, il a un peu ri, puis il m'a dit pourquoi pas, allons-y. Et c'est comme ça que je me flatte d'avoir fait quelque chose dans ce sens. Et vous avez été parmi les premiers à promouvoir la médecine du travail en Tunisie à travers l'association que vous avez fondée. C'est vrai. Disons, quand moi j'ai toujours pensé à la santé de mon personnel. Parce que je disais, si le personnel est en bonne santé, la société est en bonne santé. Et donc, je pensais à ça. Et comme par hasard, en cette époque, il y a eu marhoum docteur Basli qui avait lancé la médecine de travail. Et il m'avait dit, puisque vous êtes un peu intéressé par ça, vous allez venir avec moi. Et j'ai été vice-président de la médecine de travail. Et c'est un parcours vraiment très attachant, c'est un parcours très riche, et vous représentez véritablement, Ghislaine Ibn Barak, une mémoire tunisienne. Vous vous intéressez d'ailleurs beaucoup à l'histoire, et dans ce livre, on peut noter la préface, justement, qui est signée par Meher Kamoun, qui est aussi un fou d'histoire. Oui, j'ai découvert l'histoire un peu tardivement, parce que, comme par hasard, en France, on m'a intégré
dans un club, dans une association qui s'appelle la Société de géographie, une société qui a été créée en 1814 à l'ère de Napoléon et qui existe bien sûr, qui est à Paris. Et on m'a intégré, disons, le doyen de la Sorbonne a été mon parrain. Et je suis entré. Et là, j'ai dit, mais je ne suis pas historien ni géographe, je n'ai rien avec ni la géographie ni avec l'histoire. On m'a dit non, 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 c'est pluriel. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, tout ça. Et j'ai apporté quelque chose là. Et je me suis intéressé à l'histoire. Aujourd'hui, je suis plus historien qu'ingénieur. Parce que je me suis beaucoup vraiment, parce que je me suis investi et j'ai eu la chance de connaître Simeh El Kamoun, qui m'a fait aimer l'histoire de la Tunisie. Et en plus, si Mohamed Abdelaziz Ben Achour, qui m'a fait connaître aussi l'histoire de la Tunisie sous une autre forme. Et là, nous avons deux ténors qui sont en train d'écrire l'histoire, la vraie histoire de la Tunisie. Et je m'intéresse à ça, c'est vrai. Alors, écrire, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Et il est possible que vous écriviez d'autres ouvrages, parce que ce premier livre, Lumière sur une aventure, en appelle d'autres. Oui, écoutez, aujourd'hui, si on me donnait le choix, je ne ferais plus qu'écrire. J'ai disons, sur le tapis, 2 ou 3 ouvrages, dont l'un sur l'Ascamé, la fameuse association, parce que je crois beaucoup en la relation nord-sud méditerranéenne, même si nous n'avons pas les mêmes traditions, nous n'avons pas les mêmes, disons, les mêmes usages. J'ai cette vocation de vouloir écrire et j'ai une plume assez chatoyante. Oui, de temps en temps, elle me tétille et j'espère, avant de partir au-delà, peut-être écrire d'autres livres. Je suis actuellement, mais actuellement, je suis dans une autre aventure. J'espère m'en sortir. C'est difficile, mais j'espère m'en sortir. Très bien. Alors, dernière question avec Gilani Ibn Barak, elle concerne ce magnifique album photo que vous nous offrez, effectivement. Et il y a énormément de photographies de vos différentes étapes de carrière. Oui, écoutez, ces photos, c'est l'Habib, Tawfiq Habib qui les a un peu sélectionnées. Dans ma carrière, j'ai un peu collectionné des photos un peu diverses et variées, sportifs, hommes d'État, tout ça. Et je me flatte d'avoir eu de connu beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Parce que si j'ai un mérite, c'est que je sais écouter. Et écouter, c'est apprendre. Et là, au-delà des photos, il y a des anecdotes intéressantes. Il y a surtout, moi j'ai été ébloui. Et je suis un enfant de Bourguiba, c'est-à-dire la vision de Bourguiba, par exemple, par rapport à l'Afrique, quand on a parlé de la 5e liberté sur Johannesburg et tout ça, quand il m'a... C'est affolant. Bourguiba voulait arrêter le sable. Et quand je lui ai dit l'aéroport de Touzr, ça va être une étendue de sable, il faut l'entretenir, ça coûte trop cher, il m'a dit, moi je veux recréer la faune et la flore et arrêter le sable. C'est pas le sable qui va m'envahir, c'est moi qui vais l'arrêter. Et je suis sûr qu'il avait ce plan, il aurait pu arrêter le sable en faisant un grand parc national. Il voulait amener le crocodile, le lion, la gazelle, tout ça. Et donc j'ai beaucoup appris en écoutant. Cette aventure, cette belle aventure que vous nous racontez dans le livre Lumière sur une aventure aux éditions Leaders, un livre de Ghislaine Ibn Barak qui est avec nous en direct du Studio 10, cette aventure, et ce sera ma dernière question, a commencé en septembre 1972, précisément à Indra. Oui, c'est-à-dire que je n'y étais pas, j'étais pas. Et Bourguiba allait dans sa cure habituelle à la station d'Indram.
Et il avait été emmené dans un hélicoptère militaire où il avait son pilote qu'il aimait beaucoup, Langer, et il avait dit « Je n'ai pas gêné le monde sur la route et j'ai fait ça rapidement, pourquoi ne pas avoir une compagnie civile d'hélicoptères ?» Et c'est parti de là. Et tout le monde a travaillé dessus, notamment si Lady Slim, à l'époque, qui était un animateur extraordinaire, Sahfer Chiou, et beaucoup de personnes qui ont, disons, fait un excellent tour de table. Voilà, une cinquantaine d'années plus tard, nous sommes ensemble ici au Studio 10 pour parler de ce livre, Lumière sur une aventure, une très belle aventure que vous avez vécue et puis qui vous a ouvert les ailes également. Merci beaucoup, Gilani. Merci beaucoup, Sihad, pour cette invitation et j'espère que nous nous rencontrerons une autre fois avec un ouvrage qui s'appellera Utopie devenue une réalité. Bon, j'espère, merci. Et là, je suis très heureux de retrouver un peu la RTT, où j'ai eu un moment où on enregistrait certains de mes reporters sportifs avec c'est Monam Miri. Merci beaucoup, c'est Gilani Bembark, et puis vous êtes toujours le bienvenu à la radio tunisienne, bien évidemment. À très bientôt. Je vous rappelle le titre du livre, Lumière sur une aventure, édition Leaders, auteur Gilani Bembark. C'est un ouvrage de 130 pages qui vous permet vraiment de suivre un peu cette affaire de l'aéronautique en Tunisie dans les années 70. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous tous.